À Montréal, là, il doit être tard déjà. Donc bonjour, aujourd'hui, je vais afficher les slides. Tac. Marseille. Bonjour Jean-François. Très bien. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de démarche d'intelligence artificielle d'ISO 42001. Donc si vous êtes sur un ordinateur, c'est bien parce que vous allez pouvoir bien voir les slides et prendre des notes. Donc n'hésitez pas effectivement à prendre des notes parce que ça va être assez dense comme webinaire. Donc aujourd'hui, donc j'ai voulu faire ce webinaire parce que effectivement l'IA aujourd'hui a un poids très important, commence à avoir un poids très important. C'est une révolution systémique et un changement profond dans les entreprises. Je vois que, je ne sais pas si vous m'entendez bien, dites-moi si le son passe bien. Donc, c'est une transformation, c'est un mouvement vraiment profond, c'est une transformation systémique, c'est-à-dire des entreprises, des produits, des services, des usages internes aussi, donc vraiment profond. Et ça présente aussi des risques, évidemment, cette intelligence artificielle. Le manque de maîtrise, j'ai pris l'image du feu parce que je trouve que c'est tout à fait approprié, c'est-à-dire que c'est une vraie transformation de l'entreprise qui peut apporter de la croissance, mais c'est aussi un risque et on peut se brûler effectivement avec l'IA. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce webinaire. Et d'autant plus que c'est une réflexion qu'on a eue aussi, nous, chez Philagile, c'est de se dire, est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on peut trouver pour maîtriser ce processus? Alors, avant de commencer, avant de démarrer dans le vif du sujet, on va faire connaissance. Je vais lancer un petit sondage pour savoir un petit peu ce que vous faites, quel est votre rôle dans les entreprises. Donc, tac, je vais lancer le sondage, vous allez le voir apparaître juste en dessous. Et vous pouvez répondre, effectivement, quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes dirigeant, RSSI, responsable qualité, DSI, CTO, consultant, juriste, étudiant, autre? Ça permet de comprendre un petit peu qui vous êtes et vos attentes peut-être aussi. Donc, si vous êtes RSSI, forcément, vous allez vous poser la question de la maîtrise de l'IA en interne. Vous la posez certainement déjà beaucoup. Donc, si vous êtes CTO, pareil, consultant, ça nécessite aussi de se dire comment je fais évoluer mes compétences, même si je suis salarié, comment je fais évoluer mes compétences parce que l'IA va tout transformer. Donc, on va attendre un petit peu que tout le monde réponde. Donc, voilà. Donc, les sondages. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, les différents sondages. Alors, on n'a pas mis DPO, non. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le sondage. Dites-moi si vous le voyez. Donc, je ne sais pas si on peut afficher les résultats. Normalement, vous devez les voir. Donc, une majorité de consultants, des étudiants, des RSSI, responsables qualité, principalement. Très bien. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que dans le trajet vers l'intelligence artificielle, je vois deux risques majeurs, principaux. Les deux risques principaux, c'est le premier, c'est de ne pas y aller. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entreprises qui passent pas à l'action, qui sont un peu en attente, en observation de ce qui se passe et ne savent pas forcément par où démarrer en fait ce projet. Souvent, on ne passe pas du temps à se former parce que l'intelligence artificielle nécessite effectivement cette appropriation, se former, faire des tests, faire des POC dans les entreprises. Donc, ça nécessite d'avoir une démarche quand même assez volontaire. Et le deuxième erreur que je vois, risque que je vois, c'est d'y aller sans méthode. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire y aller la tête dans le guidon. Souvent, on voit des entreprises qui s'essoufflent, qui font un test, qui mettent en place des outils, mais qui correspondent pas forcément à leur cas d'usage et finalement qui s'essoufflent dans cette démarche ou bien qui vont sans méthode, mais à ce moment-là, ça présente aussi des risques pour les RSSI. Vous savez bien, ces risques-là, c'est des risques de fuite de données, c'est des risques de ne pas respecter la réglementation, des risques sécuritaires qui sont liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais sans méthode. D'ailleurs, je me pose une question, et on va peut-être faire un deuxième petit sondage, c'est vous, dans votre entreprise, finalement, quel est le niveau
de déploiement de l'intelligence artificielle. Alors, si c'est pas dans votre entreprise, si vous êtes consultant, ben, dans votre propre évolution de compétences, je vais faire apparaître le sondage. Tac, démarrer. Donc, c'est quoi un peu votre niveau de déploiement, d'appropriation de l'IA dans votre entreprise? Là, normalement, vous voyez le sondage et vous pouvez y répondre. Je vous laisse un petit peu de temps parce que c'est vrai que, bah, c'est une difficulté, hein. C'est de nouvelles méthodes, de nouveaux outils à déployer dans l'entreprise. Donc c'est intéressant de voir un peu, au niveau statistique, comment les entreprises font aujourd'hui. Beaucoup sont en début de projet, de réflexion. Donc c'est vrai que je vais attendre encore un petit peu. Pas mal de personnes qui a déjà répondu. N'hésitez pas à répondre, hein, ça permet d'avoir une bonne vision en fait de là où vous en êtes. Il y a 10 de personnes qui sont déjà structurées et sur les rails dans un projet d'intelligence artificielle. Donc ça montre que c'est à peu près 10 quoi, en fait, c'est le nombre de personnes, qui le mettent en œuvre. Réellement, complètement. Alors, très bien, on va mettre fin à l'interaction. Dépêchez-vous de répondre si jamais vous l'avez pas fait. Voilà, j'affiche les résultats. Donc là, normalement, vous devez les voir. Il y a 20 de personnes qui n'ont pas de stratégie, 13 qui en parlent mais avec peu d'action, 9 qui ont des actions éparses, des premiers POC, 33 quand même qui ont une stratégie, mais qui est au début, bah, c'est normal, hein, de toute façon, c'est le début aussi, d'outils un peu plus structurés et 17 qui sont en projet et 9 qui sont structurés et sur les rails. Donc ça nous donne une bonne, vision que c'est très, éparse, hein, comme type de démarche aujourd'hui. Alors, notre point de vue et c'est un peu le parcours qu'on a eu. On s'est demandé un petit peu, voilà, comment prendre, l'intelligence artificielle dans notre entreprise, comme toutes les entreprises. Et je pense qu'une des erreurs, c'est de croire que l'intelligence artificielle n'est qu'une problématique technique. Je pense que c'est la clé de la réussite, de cette démarche-là, c'est le management. Et du coup, comme, chez nous, au Filagile, on était dans une démarche, on accompagne des clients, sur des systèmes de management et notamment des certifications. On s'est dit: «Bah, on va apprendre, une certification sur le management de l'IA» et il se trouve qu'il y en a une, c'est l'ISO 42001 et c'est très utile donc pour implémenter, ce type de projet. On va voir comment justement on peut utiliser, cette démarche pour implémenter l'ISO 42001. Pour ceux qui connaissent, les autres certifications comme l'ISO 27001, comme l'ISO 9001, bah, ils savent que ça peut être utilisé effectivement pour manager les dimensions de l'entreprise. La différence importante avec l'ISO 42001, c'est que c'est pas une simple norme sur une dimension d'entreprise comme la qualité ou la sécurité. C'est une norme sur la transformation de l'entreprise parce que c'est une norme sur une technologie et un changement d'usage. Donc c'est vraiment l'approche peut être aussi assez différente et utiliser, cette démarche de management comme une démarche de pilotage, pour l'entreprise et sa transformation. D'autant plus que si vous êtes déjà, certifié, évidemment, vous allez pouvoir, coupler, ces 2 certifications et utiliser l'ISO 27001 et l'ISO 42001 pour maîtriser et encourager cette transformation et la piloter évidemment. Donc cette démarche, elle va être importante parce que c'est ce qui va vous permettre de réussir dans le temps. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est une transformation durable et cette, certification vous apporte cette démarche d'amélioration, ce qu'on on va en parler, le PDCA par exemple, qui permet d'aller, dans la durée et de maintenir dans la durée, les actions et de transformer durablement l'entreprise. De plus, et c'est un des intérêts des certifications, c'est que ça permet de valoriser les efforts de l'entreprise, de valoriser d'un point de vue du marché votre travail, donc ce qui apporte un retour sur investissement à votre démarche. Parce qu'on pourrait dire finalement, bah, je peux passer je peux mettre en place la norme ISO 42001 pour m'aider. Mais en plus, si vous l'avez mise en place ou si vous voulez la mettre en place, aller vers cette certification va vous apporter un retour sur investissement. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai mis il n'y a pas encore 100 entreprises, j'ai pas les chiffres exacts, mais il y en a vraiment très peu qui ont passé, l'ISO 42001.
Et je pense que c'est pas demain qu'il faudra s'occuper de l'intelligence artificielle, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut intégrer ces sujets et ça permet de passer cette certification maintenant, finalement, d'être, vu comme un innovateur, d'être vu comme une entreprise qui va de l'avant, mais en maîtrisant, l'ensemble de ces risques. Parce que la question au cœur de la démarche, c'est la confiance. C'est-à-dire que vous utilisez l'IA en interne, quelle confiance vous avez dans cette utilisation? Ou si vous l'utilisez pas, comment ça se passe? Comment c'est maîtrisé? Est-ce que les gens utilisent l'IA de façon sauvage ou bien est-ce que c'est maîtrisé? Pareil pour le marché, si vous mettez de l'intelligence artificielle dans vos produits ou vos services, ou vous développez des produits à base d'IA, ben, c'est très pertinent puisque ça va effectivement rassurer le marché et vous donner des gages, des preuves hein, de ce que vous faites. D'autant plus, ça va vous permettre de piloter et de capitaliser ce que vous faites en matière d'intelligence artificielle. Donc, je vais vous expliquer toutes les exigences dans un premier temps. Je me présente, donc ce que je n'ai pas encore fait. Je suis Thomas Demota, dirigeant de Filagile, et ça fait 20 ans que je fais des accompagnements de certification, plus de 200 projets avec Filagile. Filagile, c'est plus de 200 clients. On a certifié 35 entreprises cette année. On a vraiment l'expertise de toutes les normes ISO et les normes autour de la confiance numérique. Donc, on accompagne sur NIS2, TISAX, HDS, DORA, 9001, 27001, 27701, etc. On coupe vraiment dans nos approches côté certification réglementaire et confiance numérique. Et si vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez aller sur notre site, évidemment. On développe aussi un outil qui est Oversecure qui permet de gérer ces certifications. Alors, notre mission ensemble aujourd'hui, c'est de voir comment, effectivement, on peut créer un avantage concurrentiel avec l'IA. J'ai prévu de vous expliquer les exigences de l'ISO 42001. J'ai prévu aussi de vous parler comment on mène un projet de mise en place de la norme et de certification. Comment on peut aussi utiliser l'intégration avec les autres réglementations, l'ISO 27001, l'ISO 9001 ou d'autres normes qui sont importantes en matière de certification. Et après, on passera à une partie plus interactive et de mise en pratique pour déterminer vos propres objectifs et comment lancer votre projet, quelles sont les premières actions à mener pour lancer votre projet. Déjà, je vais parler maintenant de la partie des exigences des normes. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce type de normes, donc je vais essayer de faire très simple et d'essayer de tout vous expliquer. Donc, quand on passe une certification, on doit mettre en place les exigences d'une norme. Donc, l'ISO 42001 qui permet de structurer vos projets d'intelligence artificielle, que ce soit de l'interne, que ce soit des projets pour les clients ou de l'intégration chez des clients, ça va vous permettre d'organiser un système, une organisation. C'est ce qu'on appelle le Plan Do Check Act. C'est une sorte de roue d'amélioration que vous allez pouvoir déployer dans l'entreprise pour vous améliorer. La plupart des difficultés quand on veut piloter un projet, la difficulté, c'est que souvent, bah, ça s'essouffle, ça manque d'organisation. Là, c'est vraiment le momentum qu'on va essayer de lancer pour que cette roue, elle tourne continuellement dans l'entreprise et que ça fonctionne sans que vous fassiez rien. Alors, fassiez rien, c'est pas exact. On va mettre en place des structures, on va mettre en place du pilotage, on va mettre en place des processus. Retenez bien ce mot de processus, il est très important parce que c'est ça qui va faire que vos process, vos activités vont fonctionner. Donc, comment on va s'y prendre? Donc, la mise en œuvre d'un système ISO 42001, au départ, il est difficile. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. C'est-à-dire qu'au début, il faut qu'on nous tienne, il faut qu'on nous mette des roues, et puis après, si c'est bien fait, dès le démarrage, parce que ça, c'est vraiment un critère très important, de bien construire votre système, ben, finalement, après, vous allez apprendre à faire du vélo et monter des montagnes avec cette organisation. Euh, je vais commencer. Donc, dans la norme, vous avez 10 chapitres d'exigences obligatoires, du chapitre 1 à 10. Et les chapitres qui sont obligatoires, c'est les chapitres 4 à 10. Donc, vous avez 10 chapitres, il y en a de 4 à 10, c'est obligatoire. C'est les exigences obligatoires. Le premier, c'est le contexte de l'organisation. Chapitre 4, on vous dit, en fait, qu'il faut faire une analyse du contexte, une analyse des enjeux internes et externes, pour comprendre, en fait, comment vous vous situez vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc, vous allez déterminer les enjeux internes, c'est quoi? Bah, c'est les besoins en acculturation en matière d'intelligence artificielle, c'est l'identification de cas d'usage, c'est les transformations que vous voulez opérer. Bah, c'est tout ce qui concerne l'interne, l'état des compétences, par exemple, en matière d'intelligence artificielle, vos partenaires,
qui sont existants et puis les enjeux aussi externes en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire la réglementation, par exemple, ou d'autres éléments qui peuvent être externes, des opportunités, les concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est vraiment une analyse stratégique de l'interne et de l'externe. C'est une sorte de SWOT, si vous voulez. Si vous voulez utiliser un outil pour le faire, bah, il faut prendre un SWOT, hein, c'est très bien, pour analyser tous ces enjeux internes et externes qui vont être utilisés pour justement vous fixer des objectifs. Donc ça permet déjà de faire une sorte d'analyse stratégique, parce qu'on va prendre en compte aussi les parties prenantes de votre organisation, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les salariés, les actionnaires, etc., qui vont permettre d'identifier un certain nombre d'exigences, de besoins qui sont liés à l'intelligence artificielle. Très important aussi, vous allez déterminer quel est votre rôle en matière d'IA. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez simplement l'utiliser en interne? Est-ce que vous développez un produit? Est-ce que vous déployez un produit ou de l'IA chez des clients? Ça, c'est très important de le déterminer parce que le système que vous allez mettre en place, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place sur l'ensemble de l'entreprise et de ses activités. Vous pouvez déterminer d'obtenir une certification sur une partie de votre organisation. Par contre, il faut, et je reviendrai plusieurs reprises, certainement, c'est ce qui est très important à comprendre, c'est la cohérence. C'est-à-dire que il faut qu'on trouve que quand vous êtes audité pour la certification, on va expliquer après comment ça fonctionne, il est très important que ce soit cohérent entre vos enjeux et le champ d'application et les objectifs que vous vous fixez. Donc, vous allez déterminer aussi votre champ d'application, c'est-à-dire les sites, les locaux, les activités, les organisations à l'intérieur de l'entreprise sur lesquelles s'applique ce système ISO 42001. Ça, c'est une première étape. Et dans la norme, pour que je vous explique un petit peu comment fonctionne cette norme, vous avez une annexe, qui est l'annexe C, qui liste les différents objectifs que vous pouvez utiliser à appliquer à vos IA, des objectifs sécuritaires, on va en parler tout à l'heure, ou éthiques, de maintenabilité. C'est tous les objectifs que vous allez pouvoir appliquer à vos systèmes d'IA pour les mesurer et pour les maîtriser. Le chapitre suivant, donc une fois que vous avez fait ce travail, c'est assez linéaire, cyclique, hein, c'est-à-dire qu'on commence, évidemment, c'est très important de comprendre dans quel ordre il faut faire les choses. Le premier, c'est le chapitre 4. Le deuxième, c'est le chapitre 5 qui concerne le leadership. Donc, vous allez déterminer à partir de là, une fois que vous aurez dit, bah voilà, je veux déployer mon système de management pour mon usage interne et par exemple l'intégration de l'IA chez mes clients, ou vous avez un produit que vous avez développé d'IA et à ce moment-là, vous voulez l'appliquer à ce système d'IA, vous allez définir qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce que vous voulez mesurer. Vous pouvez mesurer la disponibilité, vous pouvez mesurer les impacts sur la sécurité, vous pouvez mesurer l'impact éthique. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir mesurer grâce à des objectifs que vous allez définir dans une politique d'intelligence artificielle. Une fois que vous aurez fait ce travail avec ce chapitre 5, donc là, c'est effectivement encore une fois linéaire, vous allez pouvoir faire une analyse des risques. Ça, c'est le chapitre 6 qui vous demande de planifier les processus et les contrôles que vous allez devoir appliquer. Donc cette analyse de risque, elle va porter sur l'ensemble de votre organisation et des systèmes d'IA. Il faut bien comprendre que ça doit couvrir tous les systèmes d'IA que vous voulez faire certifier. On va voir un peu les méthodes qu'on préconise pour faire cette analyse de risque. Si vous êtes sur des certifications ISO 27001, ça va permettre, vous pouvez utiliser ce type de méthode. La difficulté, le point qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir utiliser pour faire ces analyses de risque, des modèles de risque qui sont liés aussi à l'intelligence artificielle. Ça, c'est très important. Et une fois que vous aurez fait cette analyse de risque, finalement, vous allez dans le traitement, alors je ne rentre pas dans le détail tout de suite de comment on l'a fait, mais à un moment donné, on fait un plan de traitement, c'est-à-dire qu'on dit comment on va traiter les risques. Hein. Vous n'êtes pas obligé de traiter tous les risques de la même façon. Vous pouvez, ça c'est justement le principe de l'analyse de risque, ça permet de prioriser vos actions. Et vous allez déterminer les processus et ce qu'on appelle les contrôles, c'est-à-dire les mesures que vous mettez en place dans l'organisation. Ça peut être des tests, ça peut être de la documentation, ça peut être des étapes, un processus de développement, de conception. Et tous ces contrôles-là, une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous aurez tout défini, effectivement, de ce que vous devez mettre en place. Après, il y a des choses qui vont se rajouter dans le temps, mais là, vous aurez déjà une bonne image avec cette analyse de risque de tout ce que vous devez mettre en place. Un point important, c'est que ces analyses de risque, les traitements, les actions, les contrôles que vous aurez déterminés, il va falloir les comparer à un catalogue de mesures qui est les mesures de l'annexe A, les contrôles de l'annexe A,
qui vont vous permettre de voir si vous avez rien oublié. Donc, dans cette norme, vous avez aussi deux types d'annexes. Vous avez les annexes A et B, qui listent en fait le catalogue des contrôles que vous devez mettre en place. Et l'annexe B, c'est plus un guide de mise en œuvre qui rentre un peu plus dans le détail de ce que vous devez faire. Et donc, une fois que vous avez fait ce plan d'action, vous avez toutes les actions que vous allez devoir mettre en place, globalement. En tout cas, au niveau des process. Donc, un point qui est très important dans cette norme, dans ce type de projet, c'est qu'il faut définir des processus opérationnels, métiers, d'IA, hein, qui font que vous allez maîtriser les activités. Ça, c'est la meilleure façon de bien comprendre vos activités, comment vous travaillez. Par exemple, si vous développez un système d'IA, c'est les processus de développement, de test et de mise en exploitation et de surveillance. Et donc ça va vous permettre aussi de faire des analyses de risque dessus. Hein, la particularité des types d'analyse de risque qu'on peut faire avec l'IA, c'est que ça peut porter sur des processus, sur des données, mais aussi sur la réputation d'entreprise. Donc voilà, c'est assez large comme type d'analyse de risque. Après, on voit le chapitre 7. C'est un chapitre qui s'appelle le chapitre support, ressources. Alors là, c'est très important de comprendre à quoi il sert ce chapitre-là, parce que souvent c'est mal compris. On a tendance à rajouter des actions. En fait, il s'agit principalement de bien pouvoir démontrer que vous avez attribué les ressources en fonction des objectifs. J'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Un des points majeurs dans les certifications ISO, et pour ceux qui sont certifiés, vous le savez certainement, c'est que ce qui est important, c'est la cohérence. C'est-à-dire la relation entre vos objectifs, ce que vous avez déterminé. Je veux mettre en place tel système, je veux améliorer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, je veux sécuriser l'usage de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des objectifs. Et pour l'atteindre, vous allez déterminer des actions. Et ces actions, ce sont des ressources. Et tout ce suivi des ressources qui vont être faits, pas seulement, mais il n'y a pas que des actions, il y a plein d'autres choses, mais elles sont décrites dans cette partie support. Donc, on distingue les ressources globales, des compétences, de ce qu'il faut faire en matière de communication, de ce qu'il faut faire en matière de documentation. Ça permet d'expliquer, en fait, le minimum, comment on doit structurer les ressources pour atteindre le projet. Et c'est ça qui est intéressant dans le pilotage, et c'est pour ça que je pense que c'est une vraie bonne norme pour organiser sa transformation d'intelligence artificielle, parce que vous voyez déjà qu'on a déterminé des objectifs précis. Et c'est souvent ce qui manque dans les projets, dans le management, c'est cette précision sur les objectifs et sur ce qu'on veut atteindre dans la durée. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être précis, de prendre le temps de faire ces étapes et d'attribuer, d'évaluer en fait ces différentes ressources. Ça, c'est le chapitre 7. Donc, gardez à l'esprit, si vous mettez en place la norme, que ce chapitre 7, il vous dit avant tout quelles sont les ressources que vous avez déterminées et comment vous devez les gérer. Et chapitre 8, exploitation. Donc, dans le chapitre 8, on vous dit de mettre en place ces différents processus et contrôles que vous avez définis dans l'analyse de risque. Alors, quand on les définit dans l'analyse de risque, c'est assez générique. On donne des objectifs à atteindre finalement aussi. Donc, il y a deux niveaux d'objectifs. Il y a des niveaux très globaux pour l'entreprise et puis des niveaux plus précis qui sont liés au contrôle, au processus que l'on veut mettre en place. Ce sont des actions, des projets à un moment donné pour pouvoir les mettre en place. Donc, ce chapitre 8, on vous dit, mettez en place ces différents processus. Avec un point important, c'est que ces processus, il va falloir faire attention déjà à la vie du système, c'est-à-dire s'il y a des changements majeurs, pouvoir faire évoluer l'analyse des risques, pouvoir maîtriser ces différents changements qui peuvent impacter l'entreprise pour pouvoir adapter vos processus et vos contrôles. Donc là, vous allez utiliser pour ce faire. Alors, il y a beaucoup de normes aujourd'hui que vous pouvez utiliser. Donc, il y aura cette annexe B qui vous dira comment faire, comment mettre en place, ou plutôt quoi mettre en place en termes de contrôle. Mais vous avez d'autres ressources aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Le NIST, par exemple, publie des ressources et des modèles de contrôle. Vous avez aussi l'OWASP AI, qui est un site internet avec pas mal de ressources sur les contrôles et les processus à mettre en place, que ce soit pour des usages internes, encore une fois, ou pour des produits ou des services. Et le chapitre 9, une fois que vous avez mis en place, donc là, c'est vrai que c'est le gros du projet, c'est-à-dire le déploiement des processus, des contrôles à mettre en œuvre. Donc, une fois que ce travail il est fait d'implémentation, donc on va avoir des actions, on va avoir des documents à rédiger, des politiques à rédiger, etc.
on va aussi mettre en place des processus de contrôle, ce qu'on appelle d'évaluation des performances. Donc, on a parlé tout à l'heure d'objectifs d'entreprise, mais aussi d'objectifs pour votre mise en place de votre système, d'objectifs pour les contrôles et les processus de développement de l'IA, par exemple. Et ben ça, on va chercher à les mesurer via des indicateurs. Donc, on en parlera tout à l'heure comment construire son système d'indicateurs. Donc ça, c'est très important. On va aussi mettre en place des audits internes. Point aussi très important parce que c'est ça qui va vous donner de l'information sur comment fonctionnent ces fameux processus. Et on va avoir aussi une revue de direction qui est à faire la plupart du temps qu'on fait annuellement, mais là c'est libre en termes d'usage, qui permet de faire une revue de tous les thèmes. C'est une sorte de boucle de rattrapage sur votre fonctionnement. Donc c'est sûr que, si vous voulez, le principe, si je veux prendre un peu de hauteur et expliquer comment fonctionne un système de management, vous avez vu la partie pilotage, on déploie des objectifs, on fait une analyse de risque, donc on priorise nos actions. Et là, je reviens juste avant de finir ça, c'est que prioriser, ça veut dire aussi déterminer précisément les ressources qu'on veut allouer. Hein, ça, c'est très important. Donc vous avez, pour prendre un peu de hauteur, cette partie pilotage, vous mettez en place des actions, vous mesurez des indicateurs d'avancement de vos actions et vous faites à un moment donné une revue globale qui doit être pilotée par la direction et qui permet de statuer sur l'efficacité du système de management. Est-ce que j'ai été efficace? Qu'est-ce que je dois corriger? Et c'est là où on arrive à la partie amélioration. Tout ce système de mesure, d'évaluation de la performance, c'est ce qui va vous permettre d'orienter vos actions. Un des principes fondamentaux, c'est on ne manage que, on ne pilote que ce qu'on mesure. Et là, ça va vous donner des éléments pour savoir où vous en êtes de votre démarche d'intelligence artificielle et de sa maîtrise. Et donc, on va arriver sur le chapitre 10 qui va vous rappeler les principes d'amélioration continue, de comment gérer des non-conformités. Donc, une non-conformité, ça va être pour vous le non-respect d'une exigence importante pour l'organisation. Donc, ça peut être, par exemple, vous vous rendez en compte lors d'un audit que vous ne respectez pas tel ou tel point de la réglementation, du RGPD. Ben ça va faire partie des non-conformités. Ou vous n'avez pas respecté un processus, ça va faire partie des non-conformités. Et vous allez structurer, vous allez formaliser ce plan de non-conformité et d'amélioration continue. C'est un des apports majeurs aussi de la 42001, c'est la formalisation. On passe dans un monde où c'est formalisé, les choses sont mesurées, processées. C'est ça la structure de l'entreprise. Mais si on veut si on veut faire de la croissance, si on veut se scaler, comme on dit, il faut structurer. Il nous faut des processus à un moment donné. Alors, là, j'ai remis un peu les annexes dont je vous ai parlé, dont l'annexe A, qui est une annexe qui présente tous les contrôles à appliquer en matière de process. Alors attention à pas, je vais en parler après, mais mettre en place exigence par exigence. Il y a beaucoup d'exigences qui se recoupent dans une norme, donc il faut bien comprendre la logique d'implémentation. L'annexe B qui est un guide pour la mise en place de ces contrôles. L'annexe C qui va vous servir à définir vos objectifs et aussi à définir vos sources de risque. Et l'annexe D qui parle plus d'interaction entre les différentes certifications. Donc, je pense qu'à ce stade-là, c'est important de comprendre que ce qui va être nécessaire en termes d'approche, c'est pas avoir une approche normative. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'entreprises qui vont en fait à la certification et qui ont une approche normative, mais le système va pas forcément fonctionner. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, l'approche stratégique, c'est quoi? C'est déjà de décider que mon système ISO, notamment le 42001, je vais vraiment l'utiliser pour piloter le sujet. Donc, c'est comprendre que c'est pas un système documentaire. C'est vraiment en place un système de management. Après, on va vérifier que cette organisation, elle est bien conforme. Mais dans un projet, si vous voulez, vaut mieux avancer et structurer les process et à la fin faire un audit interne parce que de toute façon, c'est une obligation pour voir tout ce qui reste à corriger, plutôt que d'essayer d'être parfait dès le début, parce qu'il va toujours manquer des choses et ça va vous freiner dans la mise en œuvre. Donc ça, c'est vraiment un conseil de 20 années de certification ISO dans les entreprises et des méthodes qu'on a mis en place chez Filagile. Donc, et c'est vrai que souvent, les expertises qu'on trouve dans ce domaine, elles ont plus une approche normative, donc les gens connaissent très très bien les normes, mais ne connaissent pas forcément comment fonctionne une entreprise et comment tout ça, ça doit être mis en place. Le risque de faire une approche trop normative, c'est vraiment de laisser à un moment donné l'auditeur de certification qui va venir vous auditer, pouvoir aller chercher les petites bêtes et il va falloir, donc il faut maîtriser la norme, ça c'est sûr,
mais en même temps, il faut vraiment que ce soit intégré au management d'entreprise, si je veux résumer ce que je voulais dire sur ce point. Donc, important, parce qu'avant de se lancer dans le projet, il faut bien comprendre quels peuvent être les échecs, dont j'en ai un peu parlé. Déjà, c'est de rater l'audit de certification. On voit beaucoup d'entreprises qui vont à l'audit de certification et qui montent un projet ISO sans méthode, sans vraiment process et outils, et qui redécouvrent tout le projet et qui finalement arrivent à l'audit de certification avec beaucoup d'écart. C'est dommage parce que c'est vrai que après, c'est un apprentissage, hein, mais c'est dommage parce que ça fait perdre beaucoup de temps à l'entreprise et beaucoup d'argent à l'entreprise. Donc, c'est pas forcément la bonne méthode. L'autre écueil qu'on voit, c'est de jamais arriver à la certification. Vous avez des entreprises qui, finalement, arrêtent en cours de route, s'essoufflent, repoussent pour être parfait un petit peu, ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis des normes. Alors ça, c'est pas non plus la bonne méthode parce que un système de management, il sera jamais parfait. Vous pourrez jamais arriver à 0 non-conformité. C'est pas le but. Le but, c'est de s'améliorer. Donc, c'est pas grave d'arriver à un audit de certification avec des non-conformités mineures. Donc, vous avez dans un audit de certification des non-conformités majeures et des non-conformités mineures. Donc, forcément, vous allez vous améliorer. Si vous avez des non-conformités mineures, ça va être utilisé l'année suivante pour vous améliorer, hein, parce que c'est une démarche vraiment continue. On va voir après, pour ceux qui ne connaissent pas le processus de certification. L'autre écueil, c'est d'avoir un système de management, donc SMIA, un système de management d'intelligence artificielle ISO 42001, donc qui ne va pas être pérenne. C'est-à-dire que souvent, les entreprises, même si elles arrivent à passer la certification, c'est au bout de beaucoup d'efforts, et finalement, les processus ne tiennent pas. Ça passe l'audit, mais après, ce n'est pas pérenne. C'est être certifié et pas continuer à s'améliorer. Parce que le projet de certification, c'est pas d'obtenir la certification, c'est de la maintenir. Vous allez être audité tous les ans. Donc ça, c'est très important de comprendre. Et là, un des critères essentiels, c'est de bien mettre en place les choses dès le départ. Le dépassement du budget, c'est souvent lié à une non-maîtrise en fait du triptyque normes, réglementation, cybersécurité ou intelligence artificielle. Quand on ne maîtrise pas, on part dans des travers et le projet dépasse. Donc ça, c'est important de comprendre ces écueils pour pouvoir, de votre côté, les éviter lors d'un projet. Alors justement, on va parler un petit peu de comment fonctionne, comment on peut mettre en place ce type de système. Parce qu'on a parlé effectivement des exigences de cette norme. Donc pour ceux qui connaissent déjà l'ISO 27001, vous avez une petite idée des différences et des points communs. Mais c'est assez semblable, hein, de toute façon. Mais ce qui est très important, c'est que la réussite d'un projet de certification, ça passe par un processus projet qui est maîtrisé. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça tout de suite. Après, juste, si vous voulez, je vais lancer une petite interaction sur une invitation. C'est qu'on participe au Tech Show très bientôt. Et donc, je vous envoie juste le lien si vous voulez vous inscrire parce qu'on organise un apéritif en marge du salon. Tech Show, c'est 5-6 novembre, donc le 5 novembre au soir, où on va présenter notre guide ISO 42001. On va faire un guide complet pour les entreprises. Donc, si vous êtes sur Paris et vous êtes disponible sur ce jour-là, le 5 novembre, donc à 17 h, on fait un petit apéro en marge du salon, sur le salon Tech Show, sur notre stand, parce qu'on a un stand donc pour participer. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire, donc on pourra se rencontrer, on pourra échanger sur ce sujet et vous présenter aussi notre guide à cette occasion. Puis si, voilà, c'est l'occasion aussi de se rencontrer en physique. Bon, je vais laisser l'interaction tourner un certain temps que vous puissiez vous inscrire. Donc, je vais parler en parallèle du planning projet et des points clés du planning projet. D'ailleurs, dans le guide, on mettra pas mal d'éléments là-dessus également. Donc, première étape, c'est le lancement et le diagnostic. Pourquoi c'est très important? Parce qu'un bon diagnostic, ça va vous mettre sur les rails. On va en parler après sur la partie les problématiques des projets, mais ça va vous permettre de vous apporter de la formation, de la sensibilisation et surtout d'identifier toutes les actions que vous allez devoir mener. Et vous voyez, au départ du projet, on détermine la politique, le domaine d'application, les objectifs. Ça, c'est important que ce soit fait avec un expert, quelqu'un qui maîtrise vraiment tout le processus jusqu'au bout de la certification. Donc voilà, ça c'est un des points
fondamentaux du départ, c'est qu'il faut vraiment bien cadrer le projet et très bien définir quel sera votre domaine d'application, c'est-à-dire sur quoi va s'appliquer votre certification. L'objectif, c'est aussi de clarifier ce que vous voulez faire, hein, c'est très important. Est-ce que vous voulez faire pour de l'interne, pour des produits, pour et cetera? La deuxième étape, je vous ai mis des délais pour que ça vous donne quelques repères, hein, aussi, en termes de projet. 1re étape très importante, l'analyse des risques. Donc là, c'est une étape qui peut prendre plus de temps, évidemment, en termes de temps de travail, je parle, hein, puisqu'il va falloir identifier tous les assets, les processus, les valeurs que vous voulez protéger, autour de l'IA et faire donc tout un déroulé, une méthode. Déjà, il va falloir avoir une méthode, une procédure pour la réaliser. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut écrire, hein, pour le maîtriser et ça va vous permettre de déterminer toutes les actions que vous allez devoir mettre en place par la suite. La 3e étape, qui est la définition du système de management d'intelligence artificielle, c'est définir tous les processus. Donc, c'est là où on va rédiger des documents. Alors, quand on dit rédiger des documents, ça peut être des politiques pour donner des orientations, des objectifs, ça peut être des procédures et des process. Ou des dispositifs, d'ailleurs, ça peut être aussi des solutions pour protéger votre IA, etc., etc. Il faut comprendre que ça, c'est un travail qui est plutôt long parce que justement, vous allez écrire des choses. Mais quand vous allez écrire ces politiques ou ces process, il faut les dimensionner par rapport à ce que vous pouvez réaliser. Parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui se mettent des processus compliqués, qu'ils n'arrivent pas à respecter derrière. Donc, c'est vous qui décidez, hein. Après, il y a des choses dont vous devez tenir compte, comme la réglementation, mais c'est vous qui allez décider ce que vous allez écrire dans vos documents, évidemment. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il faut être raisonnable. C'est-à-dire, encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé de cohérence, mais c'est ça, en fait, le plus important, c'est la cohérence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire quelque chose dans un même document et pas le réaliser. Donc, c'est très important de l'intégrer et de le faire avec les équipes le plus possible. Donc ça, c'est la partie définition de SMIA. Vous allez commencer dès ce moment-là vous allez commencer dès ce moment-là à mettre en place aussi. On va parler de l'exécution, parce qu'en fait, la réussite du projet, c'est l'exécution, c'est-à-dire le suivi des actions. Vous allez voir, déjà, certainement vous en rendez compte, que vous vous rendez déjà certainement compte qu'il y a beaucoup d'actions à mener. Et en fait, le sujet, encore une fois, c'est de la cohérence, c'est-à-dire mettre en place les actions que vous voulez vraiment mener, mais surtout le bien les suivre. Parce que sinon, à un moment donné, vous allez être perdu entre ce qui vient des risques, ce qui va venir des non-conformités, ce qui va venir des audits. Vous n'allez pas réussir à tout piloter. Donc, c'est très important, cette cohérence et ce bon suivi du plan d'action. Après, il y a toute la partie mise en place. Donc, évidemment, les sensibilisations, les explications sur comment faire ce processus. Et la partie indicateur qu'il va falloir mettre en place. Donc ça, c'est souvent une des difficultés des entreprises, cette partie indicateur. Pourquoi? Parce que c'est dynamique, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que c'est bien suivi. Et puis après, il faut aussi pouvoir prouver que les documents, ils sont bien revus, ils ont bien été validés. Tout ça, ce système de suivi, de validation, c'est souvent une des difficultés des entreprises. Donc, quand c'est la première fois que vous mettez en place un système ISO 42001, bah, vous allez faire ce qu'on appelle un audit blanc. Alors ça, c'est vraiment une étape importante, on va y revenir après, parce que ça va vous permettre, si vous le faites faire par des experts, ça va vous permettre vraiment de tout couvrir. Donc, je sais que c'est une des bonnes pratiques qu'on applique, c'est que nos audits internes, nos audits blancs qu'on fait pour les entreprises, ce sont des rapports très détaillés. Pourquoi? Parce qu'on essaie de tout voir. Normalement, dans l'audit interne, c'est un échantillonnage, mais nous, on essaie de tout voir, vraiment le maximum de choses, de relire l'ensemble des documents. Donc souvent, les entreprises qui vont passer un audit interne, un audit blanc avec nous, ils vont avoir beaucoup d'écarts au début, mais finalement, ça va mieux les préparer aussi à l'audit de certification. Donc une fois que vous aurez fait cet audit blanc, à la fin du projet, hein, c'est quand vous avez tout mis en place, eh ben, vous allez faire une revue de direction pour décider des orientations et des améliorations et après pouvoir passer l'audit de certification. Je ne sais pas s'il y avait une question. Alors, notre entreprise est certifiée ISO 27001. Ouais, on va parler tout à l'heure, parce que c'est une des questions, c'est comment intégrer cette démarche-là avec l'ISO 27001, c'est très important. Je voudrais revenir sur les principes fondamentaux que vous devez appliquer pour bien piloter votre projet. Donc, vous avez décidé de mettre en place l'ISO 42001.
Premier point, l'approche logique et non normative. C'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas mettre en place exigence par exigence. C'est-à-dire, si vous prenez la norme et que vous essayez de tout mettre en place comme ça, un peu scolairement, bah, ça va être très compliqué. Je vous prends un exemple sur la sensibilisation. Sensibiliser à l'IA, vous allez le faire à plein de reprises au début, pour que les gens comprennent, évidemment, le projet, pendant le projet, mais vous avez des exigences qui sont à différents endroits du référentiel. Des fois dans le chapitre 7, d'autres fois dans la liste des contrôles de l'annexe A. Donc, ça, c'est très important de comprendre cette logique. Je vais répondre sur la partie, effectivement, quelles sont les difficultés rencontrées par les entreprises dans la mise en place. Mais c'est un peu ça, en fait. Hein. Deuxième point, l'approche projet. C'est-à-dire, c'est la réussite du projet, c'est de l'exécution, comme tout projet, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire comment vous allez suivre votre plan d'action. Parce que ça a l'air simple comme ça peut-être, ou peut-être pas, mais en tout cas, quand vous avez défini une analyse de risque, que vous devez déployer votre organisation, vos process de développement, de suivi, vos indicateurs, ça peut pas être une seule personne qui le fait. Donc vous allez devoir responsabiliser un maximum de personnes, et c'est une transformation, c'est un changement. Troisième point, les expertises. Quand on va sur un projet comme celui-ci, on va y revenir un peu après, mais vous avez tout un tas d'expertises à avoir, normatives, réglementaires, techniques, etc. Donc on va voir un peu ce point-là, mais c'est très important de vous entourer des bonnes personnes pour gagner du temps et pour pas passer un an et demi, 2 ans à ce type de projet. La centralisation des actions, c'est-à-dire que vous devez être très organisé en matière de pilotage, d'action. Le pilotage, c'est-à-dire ce suivi euh, des indicateurs, des mesures, etc., qui est très importante. Et la partie audit. Et je reviens là-dessus, c'est vrai que c'est très important. Les entreprises, des fois, ne comprennent pas pourquoi les audits, c'est si important, mais ça permet vraiment d'avoir un regard objectif et indépendant sur ce que vous avez mis en place et de bien vous préparer à la certification. Et parmi les difficultés qui peuvent arriver aux entreprises sur la 40-2001, je pense que c'est déjà la partie analyse des risques, de comprendre un peu la méthode qu'il faut employer. Ça peut être d'y aller un peu avec des méthodes d'analyse de risque courantes, non liées. Le mieux, c'est quand même de prendre l'ISO 27005 en termes de méthode, parce qu'elle est assez solide sur la partie données, analyse des données. Et je vais revenir un petit peu aux défauts, aux problèmes qu'on peut rencontrer dans les projets. Mais en tout cas, il y en a un, c'est l'analyse de risque. Comme dans tous les projets ISO aussi, hein, c'est souvent le cas. La majorité des écarts portent sur l'analyse de risque parce que c'est vraiment ce qui vous permet de déterminer ce que vous devez mettre en place. Alors, on va parler un peu ressources aussi parce que c'est des projets qui ont un coût. L'important, c'est de comprendre un peu comment ça se divise. Vous avez toutes les compétences qu'il faut avoir. Bon, bien entendu, des compétences en IA, mais c'est un point important parce que ça peut faire partie aussi de vos objectifs. Hein, dans la norme, vous pouvez déterminer l'expertise IA comme un objectif de votre système. Donc moi, mon objectif, bah, c'est de faire monter en compétence mes collaborateurs sur l'IA pour que l'IA puisse se déployer dans l'entreprise. Les expertises normatives et de méthode, donc par exemple l'analyse de risque, mais la connaissance de l'ISO 40-2001. Mais quand vous faites un projet ISO 40-2001, il va falloir aussi appliquer des principes de sécurité. Donc il y a aussi toute la partie sécurité. Et la partie gestion de projet qui est aussi très importante, j'en parlais tout à l'heure. La méthode, ça fait partie des ressources qu'il va falloir prévoir, c'est quelle méthode j'ai pour déployer mon intelligence artificielle, maîtriser mon intelligence artificielle et les ressources financières. Donc il y a le coût de la certification qui peut tourner pour une TPE à partir de 10 000 euros, on va dire, sur les 3 ans. Donc une certification ISO, c'est sur 3 ans. Donc voilà, à peu près à 10 000 euros pour une TPE. Et puis après, c'est fonction du nombre de collaborateurs et du nombre de sites. La partie accompagnement, les formations et la partie outils, parce que vous avez des outils qui existent, c'est un peu ce qu'on a développé, Oversecure, hein, pour automatiser votre certification et votre système de management. Après, je dirais que pour parler des difficultés, pour répondre à Adèle sur les difficultés, il y a aussi la définition des contrôles, de ne pas aller trop en profondeur tout de suite. Il y a une progressivité aussi à mettre en place sur les processus que vous allez mettre en place. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'attire votre attention sur ce qu'est une certification. Une certification, donc il y a un organisme qui est l'IAF, qui est un organisme international, et qui qui notifie, qui accrédite des organismes qui vont eux-mêmes accréditer des organismes de certification.
Donc, ces organismes d'accréditation, ils sont nationaux. Les organismes d'accréditation, ils sont nationaux. Chaque pays en a, pratiquement chaque pays en a. Et après, vous avez les organismes qui sont accrédités pour faire ce type de certification. Donc, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas y aller avec des gens qui vont vous proposer une certification qui ne seront pas accrédités. Alors, si vous allez, par exemple, vous utilisez l'AFNOR pour votre certification, ils sont accrédités pour l'ISO, euh, pour l'ISO 42001. Après, vous en avez plein d'autres, hein, d'organismes de certification en France qui sont accrédités, ou à l'étranger aussi. Vous avez le droit de vous faire auditer par un organisme de certification étranger. Mais vraiment, d'aller sur les organismes qui ont eu cette accréditation, c'est très important. Alors, comment ça se passe? Donc, vous avez un audit étape 1. Alors, PECB, non, c'est autre chose. Alors, je vais en parler après de la partie PECB. Là, on parle vraiment de certification des entreprises. PECB fait une certification de compétences. Donc là, on parle vraiment de la certification des entreprises sur l'ISO 42001. Donc, vous avez un audit étape 1, qui est une revue documentaire pour que on regarde si votre système est apte à être audité complètement. Et après, vous passez, donc l'audit étape 1, généralement, c'est une journée, peut-être un peu moins d'une journée pour certains. Après, vous passez en audit étape 2, donc c'est un audit complet du système de management que vous avez mis en place sur le domaine d'application que vous avez défini. Et après, vous allez avoir des audits de suivi, ce qu'on appelle audit de surveillance, tous les ans, mais sur une partie plus réduite de votre système. La plupart du temps, les auditeurs vont regarder les points sensibles ou les écarts qui ont été mis auparavant. Il faut savoir que généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, c'est le même auditeur qui fait l'ensemble du cycle. Donc, il va avoir 3 audits avec vous. Le premier audit, qui vous donne la certification, et après, une fois que vous êtes certifié, vous avez des audits de surveillance chaque année. Et encore une fois, je reviens sur le fait que c'est très important de bien passer par un organisme de certification accrédité pour que votre certification ait de la valeur. Et le prix de la certification, c'est 10 000 euros. Voilà, au minimum, hein, je parle, parce que là, c'est pour une TPE. Ça peut être plus élevé en fonction des organismes de certification et puis en fonction du temps, du nombre de collaborateurs pour vous en interne. Après, vous allez voir que c'est des coûts qui sont assez faibles par rapport au retour sur investissement et à la maîtrise du sujet que vous allez obtenir. Ce qui est important à comprendre, et je dis parce que c'est vrai pour tous les projets ISO, c'est comment fonctionne un projet. Alors, vous avez une courbe qui est la capacité d'action, c'est-à-dire les ressources que vous allez consommer, par exemple, les choix que vous allez faire. Par exemple, si vous arrivez à la fin du projet, que vous avez fait votre analyse de risque, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne méthode, il faut tout refaire. Donc, au début, vous avez une forte capacité d'action. Hein, c'est la courbe verte, forte capacité d'action. Et vous avez un niveau de connaissance qui est faible du projet. Et plus vous allez avancer, plus votre compréhension du projet, de la norme, de comment se passe une certification va augmenter. C'est pour ça que je fais ce webinaire, pour que, avant de démarrer un projet, vous ayez un haut niveau de connaissance qui va vous permettre de bien prioriser vos actions et d'avoir la bonne méthodologie, effectivement, pour mener un projet de certification. Parce que les entreprises qui y vont seules, je ne vais pas dire de façon systématique, mais très très souvent, elles se plantent sur le projet. Nous, on voit beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant, voilà, on a passé l'audit de certification, on s'est pris des écarts et on voudrait que vous nous aidiez pour les corriger. Alors, c'est possible, hein, forcément, on l'a fait, et des fois, ce n'était pas des gros changements à faire, c'était un manque de méthode. Je vous dis principalement sur l'analyse de risque. Ça, c'est un des écueils le plus important. Et souvent aussi sur l'incohérence de ce qui est mis en place. C'est-à-dire, par exemple, on se met beaucoup de choses dans les documents, mais on ne sait pas l'appliquer. Alors ça vient souvent de travailler un peu en silo, c'est-à-dire que si vous avez un projet qui est très transverse, ça va être un peu plus compliqué à conduire, mais en même temps, vous allez être obligé de tenir compte des réalités du terrain et des moyens que vous avez en termes de process. Donc, très important de comprendre que la connaissance, il faut l'acquérir au début du projet. Il ne faut pas vous dire, je vais mettre mon projet, puis après, je vais vérifier avec un expert. C'est au début qu'il est utile, l'expert. Si vous voulez faire un diagnostic, c'est vraiment au début qu'il faut le faire. C'est là que vous allez avoir toutes les connaissances pour bien cadrer votre projet. Et aussi, un diagnostic, ça vous permet au départ de vous former, de comprendre. Parce que nous, en tout cas, les diagnostics qu'on fait, nous, c'est vraiment complet et ça vous permet de comprendre et de vous former. Et aussi d'établir le plan d'action de la démarche.
Donc ça, c'est très important, de pouvoir l'anticiper et de comprendre que c'est au début que vous pouvez obtenir ce niveau de connaissance. Et ça, c'est possible. Alors, moi, je vous le propose. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut vous proposer, je lance l'interaction pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec Alexis, mais un entretien pour parler de ce diagnostic et travailler ensemble pour établir ce diagnostic et vous former. Parce que c'est à ce moment-là, c'est au début du projet que vous allez avoir besoin de cette formation. Donc là c'est un simple rendez-vous, hein, si vous voulez prendre rendez-vous avec Alexis pour en discuter. Mais dans les diagnostics qu'on fait, bon, bien entendu, on va regarder la situation actuelle, ce que vous avez déjà mis en place. On va aussi vous identifier toutes les tâches à mener, vous aider à planifier votre projet, vous former et vous établir une véritable feuille de route pour lancer votre projet sur des rails. Et là, après, une fois que vous avez fait ce diagnostic, que vous êtes formé, bah, finalement, le projet, il est sûr de réussir parce que vous avez les bons outils dès le début dans cette démarche. Et je pense que c'est à ce moment-là que vous avez besoin de formation et d'information. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec Alexis si vous le souhaitez, qui vous expliquera comment on procède pour ce type d'opération. C'est pas forcément très long hein, comme diagnostic, surtout si vous n'avez pas mis en place grand-chose pour le moment. Et puis si vous avez mis en place des choses, bah, c'est très bien parce que ça va permettre, vous allez capitaliser dessus pour votre projet. Donc ça, c'est le diagnostic. Voilà, je mets fin à l'interaction et si vous avez été intéressé, bah, vous prenez rendez-vous et on en discutera avec vous. Maintenant, on va passer à une partie un peu plus opérationnelle, je dirais concrète, pour vous aider à déterminer vos objectifs dans le projet. Alors, effectivement, j'ai des questions sur le certifié 9001, 14001 et la bascule vers ISO 42001. C'est des questions très intéressantes et on va y répondre tout à l'heure. Donc là, quand on va démarrer son projet, je vous ai fait un peu une checklist stratégique pour le contexte. Donc, bien entendu, on en a parlé, analyser le contexte externe, donc les réglementations, la concurrence, les opportunités, les nouveaux produits. Tout ça, c'est des éléments. Vous faites tout simplement une liste de tous les enjeux que vous voyez qui sont importants pour vous. Par exemple, je veux développer de nouveaux produits à l'aide d'IA pour fidéliser mes clients dans tel et tel domaine. Je veux transformer mon entreprise pour que les processus intègrent l'intelligence artificielle et ainsi faire de la croissance. Voilà. C'est tous les enjeux que vous voyez importants pour votre entreprise. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre en compte dans votre organisation. Mais c'est lister tous ces enjeux, à la fois externes et à la fois internes, en termes de compétences internes, de culture interne en matière de sécurité. Un point très important, j'en ai parlé, définir les rôles. Point suivant, identifier les attentes des parties prenantes. Hein, c'est vos clients, qu'est-ce qu'ils attendent. Donc là, il faut les rencontrer, discuter avec eux pour établir vraiment leurs attentes et leurs besoins. Et très important, délimiter le champ d'application. Ça doit être un projet d'entreprise. Donc ça, c'est très important de l'aligner sur la stratégie. Ça doit faire partie des objectifs de l'entreprise, comme toujours. Donc ça, c'est la checklist que je voulais vous partager sur le contexte. Je reviens un petit peu là-dessus. Le périmètre et donc le périmètre, enfin le domaine d'application, vous allez définir un document qui précise vos objectifs, sur quoi vous voulez porte la certification ISO 42001, pardon, sur quelle entité, sur quel service, sur quel produit, etc. Et je fais un petit aparté là-dessus parce que il faut définir en fait vos processus métiers. C'est le meilleur moyen de structurer votre démarche, de définir les processus métiers. Alors, pour faire un parallèle avec la 9001, effectivement, si vous avez déjà fait ce travail de processus avec la 9001, ça permet de partir de là pour voilà, faire une bonne démarche et analyser les risques associés à ces processus et mettre en place tous les contrôles. Donc, effectivement, le lien déjà avec la 9001, c'est cette partie processus avec la 27001 aussi, hein, puisque de plus en plus, dans la 27001, on utilise cette partie processus pour analyser les risques et bien entendu déterminer des objectifs d'IA. Je pense que voilà, je voulais vous partager un peu ce que pouvaient être ces objectifs d'intelligence artificielle. Mais par exemple, si vous dites OK, mon objectif c'est de déployer des systèmes d'IA pour mes clients. Ben, l'objectif d'expertise en IA, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir utiliser la maintenabilité. Comment je vais les aider dans la continuité. Il y a la partie sécuritaire aussi. Vous allez sécuriser le système que vous déployez chez votre client. Voilà, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire pour définir les objectifs qui sont importants.
Et les objectifs aussi qui sont importants, ça va dépendre aussi de vos parties prenantes. Hein, vous allez devoir écouter vos parties prenantes pour voir ce qui est important pour eux dans la mise en œuvre. Donc ça peut être, encore une fois, si je fais un système, je veux déployer des systèmes d'IA internes, cette partie expertise IA peut être importante, la partie responsabilité aussi, équité. Hein. Tout ça, c'est des choix que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les objectifs, mais c'est des caractéristiques, des valeurs un peu de l'intelligence artificielle, que des objectifs de l'intelligence artificielle que vous allez choisir dans votre projet. C'est ça qui est très intéressant aussi avec cette norme, c'est que c'est très ouvert, c'est assez souple dans le fonctionnement. Alors sur l'ISO 14001 aussi, hein, parce qu'il y a une partie quand même environnementale pour évaluer effectivement est-ce que ce que je fais a un impact environnemental. Alors ça peut être de dire, si je déploie les intelligences artificielles, de mesurer cet impact environnemental, mais aussi de vérifier que mon IA, et ça c'est l'évaluation de l'IA qu'on va faire, est-ce qu'elle va avoir un impact sur l'environnement, négatif ou positif? Ça peut arriver, hein. Ça peut être le cas. Donc, en fonction du produit. Si par exemple, je développe des systèmes d'IA qui vont permettre de réguler l'arrosage, bah, typiquement, j'ai un impact environnemental. Et tout ça, il va falloir documenter ces impacts et ces objectifs pour pouvoir le partager avec vos parties intéressées, vos parties prenantes de l'entreprise. Donc là, j'ai remis tous les objectifs dans le détail qui sont possibles pour cette norme. Donc, vous avez des objectifs de transparence, vous avez des objectifs de sécurité, de safety, donc de sécurité au sens sécurité des personnes, mais aussi sécurité de l'environnement. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir, et ça, c'est très important, en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que vous avez défini comme IA, bah, finalement, les objectifs que vous voulez appliquer à vos systèmes, à votre IA, à votre projet. Parce qu'il y a la partie rôle de la direction, une petite checklist aussi pour le rôle de la direction, pour vous aider à comprendre en fait comment il faut manager le projet. C'est déployer des objectifs clairs, bien mettre à disposition les ressources associées. Donc là, c'est très important. Et j'ai parlé tout à l'heure du diagnostic. C'est très important que ce diagnostic, ben, on évalue vraiment combien va coûter le projet. Ça, c'est très intéressant aussi de le faire au tout début pour que la direction ne soit pas surprise sur cette partie-là. Et communiquer sur l'importance, le rôle de la direction dans ces normes est fondamental. Quand je parle de direction, c'est la personne qui va orienter l'organisation, hein, qui va pouvoir attribuer les ressources sur le projet. Donc, elle doit communiquer, elle doit être présente au moment important pour définir les objectifs, pour les suivre, etc., etc. Voilà, est-ce que j'ai promu l'amélioration continue? Est-ce que j'encourage les personnes à avancer et à faire des progrès? Donc tout ça, c'est des éléments philosophiques qu'il faut mettre en place dans le management de l'IA. Après, je vous ai fait une petite aide. Si vous voulez rédiger votre politique d'IA, c'est comment on rédige en fait une politique d'IA par rapport à une norme, par rapport à ISO 42001. Bon, déjà, on commence toujours par expliquer la mission, la vision en lien avec l'entreprise et avec l'IA. Ensuite, on va expliquer le contexte. Quels sont les produits et services concernés? Pourquoi on fait ce projet finalement, hein, pourquoi on a lancé ce projet. Après, on va expliquer, identifier les objectifs IA macro. Hein, ça peut être de dire, je reprends cet exemple que j'ai donné tout à l'heure sur le déploiement interne. Il se trouve que nous, j'ai un peu cet exemple-là que je vous partagerai tout à l'heure, mais donc par exemple, c'est de prendre en compte l'intelligence artificielle comme un levier de transformation globale. Donc je vais avoir un objectif de déployer l'intelligence artificielle en interne dans l'entreprise. Après, c'est de bien identifier les responsabilités qui sont liées à ce système de management. Faire référence aussi aux mentions obligatoires. Donc, vous devez mettre des phrases un peu type sur la mise en place du système, l'amélioration du système de management. Donc, la direction s'engage à satisfaire les obligations légales et réglementaires, etc. Et faire un lien aussi avec les autres politiques. S'assurer que ma politique d'IA elle est bien cohérente par rapport aux autres politiques et identifier les politiques que je veux déployer. Donc, ça peut être une politique sur la vie privée, par exemple, puisque l'IA peut avoir un fort impact, évidemment, sur les données personnelles et la vie privée. Voilà, c'est une petite checklist. Donc, on partagera le PowerPoint pour que vous puissiez la voir. Sur l'analyse des risques, ce que je disais, c'est effectivement c'est une analyse des risques qui doit être un peu particulière parce qu'on doit avoir un modèle de risque qui est lié à l'intelligence artificielle et en fonction de ses produits ou services. Donc, si dans le périmètre de certification, ça comprend, par exemple, vos services,
ben, il va falloir que ce soit adapté. Si c'est un LLM ou si c'est un système d'IA, ça va pas être la même chose. Donc voilà, ça va être en fonction aussi de votre système, le modèle de risque que vous avez retenir, mais aussi en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Donc si par exemple vous avez un objectif de sécurisation de vos systèmes d'IA, eh ben, il va falloir que, bien évidemment, que l'approche de risque prenne en compte la sécurité, évidemment. Enfin, ça va être souvent le cas dans la partie intelligence artificielle. Enfin, on ne peut pas faire du respect de la vie privée sans, évidemment, intégrer de la sécurité. Après, il y a un système aussi que vous pouvez utiliser, c'est tout ce qu'a fait le NIST en matière d'intelligence artificielle, parce que c'est très complet. Il y a une autre norme qui permet de compléter l'ISO 27005, c'est la 22894, qui précise un peu les approches de risque et puis surtout les modèles de risque qu'on peut prendre. Mais voilà, c'est à vous de déterminer un petit peu ce modèle de risque. Ça peut être un écart si vous n'avez pas véritablement clarifié le modèle de risque que vous voulez employer. Bon, après, c'est une approche de risque, comme je disais, l'ISO 27005 est très bien pour ça, pour structurer le processus. Donc, vous pouvez établir une méthode à partir de cette norme qui pourra vous faire passer sur la 9001, sur la 27001 et sur la 42001. Donc voilà, ça permet de structurer, c'est très important cette partie-là. Après, vous avez donc, évidemment, je vous l'ai mis pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit, les différents contrôles à réaliser. Donc dans les contrôles à réaliser, donc l'annexe A, les processus à déployer, vous avez retrouvé des éléments qui sont déjà dans les exigences de l'ISO, les politiques, l'organisation interne, les ressources, mais aussi des éléments plus spécifiques et plus détaillés sur les processus pour piloter l'IA, le cycle de vie du système, les tests à faire sur les systèmes d'IA, etc., etc. Et toute la partie documentaire qui est très importante, puisque en matière d'IA, vous allez devoir rendre public, enfin devoir, ça va dépendre des cas, mais beaucoup d'entreprises, en tout cas les grandes entreprises d'IA aujourd'hui, publient l'ensemble des risques identifiés, les politiques de vie privée, les politiques d'utilisation des données, etc., etc. Donc là, ce qui est très bien dans cette norme, c'est que la norme, l'annexe A, elle est relativement succincte, mais après, vous avez un guide, qui est l'annexe B, qui est quand même très détaillé sur ce qu'il faut mettre en place, à rapprocher, bien entendu, de vos exigences réglementaires, notamment avec l'IA Act. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit piloter dans le SMSI? On va piloter les documents, les risques, les incidents, les objectifs, les actions, les non-conformités. Et tout ça, la complexité, c'est il va falloir le mettre en cohérence. Je vous parlais tout à l'heure de la cohérence. Ça, c'est très important. C'est que c'est ça la difficulté au bout d'un moment d'un projet, c'est d'arriver à piloter toutes ces actions. Sur la partie mesure, ça c'est un point important, les types d'indicateurs que vous allez utiliser pour suivre vos objectifs. Donc vous avez défini vos objectifs et vous allez chercher des indicateurs. Et souvent, il y a un mélange, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, sur la façon de piloter ces indicateurs et sur ce qu'ils veulent dire. Donc vous avez des objectifs génériques, entreprise d'IA, et là vous allez mettre en place des indicateurs pour ceci. Par exemple, l'acculturation des collaborateurs, ça peut être un objectif haut niveau. Vous pouvez avoir aussi un objectif au niveau de l'entreprise qui est mesuré par plusieurs indicateurs. Vous allez avoir des indicateurs de performance qui vont dire, par exemple, le taux de conformité par rapport à la norme, et des indicateurs qui sont liés à des contrôles, par exemple la disponibilité d'un système, le nombre de vulnérabilités ou le temps de traitement des vulnérabilités, le nombre d'incidents. Donc ça va être plus lié à l'opérationnel. Et c'est des objectifs. On parle aussi d'objectifs pour la mise en place de ces contrôles. Donc c'est très important de comprendre que vous allez devoir mettre en place des objectifs à différents niveaux et donc des indicateurs pour les mesurer. Alors, il ne s'agit pas d'avoir pléthore d'indicateurs ou d'objectifs, il faut que ce soit bien structuré et bien suivi, c'est ça le plus important. Je vous partage un petit peu comment nous on fait pour le pilotage de ce système, parce que finalement, à un moment donné, ce système, il faut le piloter. Par exemple, là, on a donc notre logiciel, Oversecure, je vais m'enlever pour que vous puissiez bien le voir, pour vous montrer un petit peu comment on a défini les choses. Donc, on a ici nos enjeux, par exemple, qui sont déterminés. Et par rapport à ces enjeux, donc là, j'ai déterminé un enjeu, c'est l'intelligence artificielle transformée en profondeur, donc prendre en compte l'intelligence artificielle en interne. J'ai déterminé des objectifs. Donc tout ça, ça me permet de mapper mon système enjeu déjà objectif. Et cet objectif, je vais le préciser. C'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on définit un objectif dans un système de management, ça va être quoi? Ça va être des indicateurs pour le suivre, mais ça va être aussi des actions que je vais devoir mettre en place. Donc là, par exemple, pour mon objectif
améliorer le niveau de culture des collaborateurs en matière d'IA. Donc l'objectif, c'est que eux, ils l'implémentent après, hein, qu'on se soit suivi, mais qu'ils l'implémentent. Donc j'ai un indicateur pourcentage d'employés formés à l'IA responsable et à la gouvernance. Et j'ai aussi prévu de mettre en place des documents. Donc ce qui est intéressant dans ce type de mapping, c'est que mes documents, ils vont peut-être servir aussi à d'autres objectifs, hein. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je ne vais pas démultiplier le plan d'action. Je vais structurer bien le plan d'action. Donc on a défini ici nos enjeux, hein, et les objectifs. On aura aussi défini les parties intéressées, on aura défini le domaine d'application, la matrice SWOT, hein, pour savoir un petit peu où on en est des différentes actions. Donc je vais avoir fait tout mon cadrage, hein, que je vous ai expliqué avec mon outil. Ensuite, je vais avoir aussi défini mes risques. Et là, alors j'ai défini un risque, par exemple, d'utilisation non maîtrisée des outils d'intelligence artificielle. Donc, je vais pouvoir décrire mon risque, suivre une méthode, ça c'est vraiment conforme ISO 27005, donc ça permet de suivre une méthode qui est certifiable, hein. Et souvent dans les entreprises, elles manquent de méthode et elles se plantent sur cette partie-là. Mais là, vous allez avoir l'analyse de risque, le choix de traitement, parce que c'est très important dans la partie risque de comprendre que vous allez choisir des traitements. Donc là, vous allez choisir un traitement des actions et vous allez définir toutes les actions que vous voulez mettre en place pour ce risque. Donc encore une fois, vous allez avoir des actions identifiées qui vont pouvoir répondre à la fois à des risques, mais aussi à des objectifs. Mais ça évite d'avoir les mêmes actions et puis vous allez tout suivre dans un seul plan d'action, parce que c'est ce que je disais au début, ce qui est très important, c'est l'exécution. Et puis on va retrouver toute la partie suivi des exigences, parce que je vais mettre en place mes exigences 42001 et je vais pouvoir les suivre. Donc là, je vais avoir mes indicateurs pour piloter mon système. Donc je vais avoir la possibilité avec ce type d'outil de tout formaliser mes actions, mes documents et le suivi, et de piloter mon système et de dire, voilà, est-ce que je suis conforme, pas conforme, quel est mon avancement de mon plan d'action, l'avancement des actions par module, la matrice de risque. Donc, je vais pouvoir aussi piloter mes risques et utiliser ça pour piloter tous mes indicateurs. Donc là, j'ai voilà, des indicateurs de recueil, des sensibilisations. Donc nous, on structure comme ça pour vraiment bien déployer. Et même mes processus. Je vais structurer mes documents. Donc, je vais avoir des flux de validation, parce que ça, c'est aussi des choses qu'on va vous demander dans la certification, c'est de bien montrer que vous avez validé vos documents, vos process, vos risques. Donc, on a tout un tas de flux de documentation et de suivi. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein, si vous voulez une démo, je vais vous mettre le rendez-vous, mais voilà, ça permet de définir aussi tous les processus et tous les contrôles que l'on a mis en place. Et ça va jusqu'à le suivi des fournisseurs, le programme d'audit, les incidents, etc. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir suivre l'ensemble du système avec ce logiciel. C'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu comment piloter les choses chez nous. Mais ça permet voilà, de maîtriser un peu cette partie en termes de suivi du système et surtout de garantir cette cohérence. Parce qu'aller à l'audit sans solution, ben, quelque part, nous, vraiment, ça fait depuis 2021 qu'on utilise des systèmes de suivi comme ça. On a développé donc notre propre solution il y a 2 ans. On a commencé à la développer il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'on a toujours eu des outils pour piloter. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si on veut aller vite et si on veut vraiment que ce soit pérenne, on ne peut pas faire sans. À un moment donné, on va vous demander, bah, est-ce que ce risque-là, vous l'avez revu? Bah, là, il y a un système de revue du risque qui envoie les notifications à la bonne personne et qui permet de tracer que ça a été fait. Donc, moi, enfin, vraiment, on peut pas, c'est très difficile de piloter sans ce type de système. Donc, si vous le souhaitez, si vous voulez avoir effectivement un rendez-vous, une démo, hein, on peut vous faire une démo sur cette partie-là. Je vous remets la partie rendez-vous. Mais c'est vrai qu'on peut vous faire une démo sur comment on l'utilise. Donc, vous pouvez piloter en plus plusieurs référentiels, les réglementations, c'est-à-dire que le système, il est fait aussi pour mettre en place un suivi des réglementations et des différentes certifications que vous avez. On intègre beaucoup de connaissances. Pour l'ISO 27001, on l'a fait. Vous avez tout un e-learning intégré pour savoir comment l'utiliser avec l'ISO 27001 et on le fera aussi pour l'ISO 42001 sur ce système pour que les gens puissent opérer dessus, quoi. Donc voilà, si vous voulez prendre rendez-vous pour qu'on vous fasse une démo, attends, je ne sais pas si je vais démarrer le rendez-vous, ça y est, il est démarré. Donc si vous voulez qu'on vous fasse une démo, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Alexis qui
se fera un plaisir de vous expliquer comment on utilise ce système. Il faut savoir que on a passé beaucoup de certifications avec ce système, hein. C'est vraiment très rodé. En plus, c'est certifié ISO 27001. Voilà. Donc, pour résumer, alors là, ça ne s'affiche pas, mais je vais vous expliquer ce qu'il y a sur le slide. Pour résumer un peu la démarche de pilotage qui est intéressante pour reboucler un petit peu comment je vais pouvoir piloter mon intelligence artificielle avec cette démarche-là, c'est tout le suivre. L'analyse stratégique, ça va vous permettre d'identifier ce que vous voulez faire, si ce n'est pas encore le cas. La partie leadership, on va déterminer où on va et avec quels objectifs. La partie risque, vous allez vraiment analyser tous les contrôles que vous voulez réaliser, mais ça peut être aussi orienté vers la performance, hein, vers les délais de mise en œuvre de mes IA, etc. etc. Il faut l'utiliser comme un système de pilotage. La partie ressources et mise en œuvre, j'en ai parlé, c'est la mise en place des contrôles et des documents. Et après, la partie amélioration continue et pilotage vers les indicateurs. Voilà. Alors, on va parler un peu stratégie de certification. On a déjà un petit peu dépassé le temps que j'avais imparti pour la présentation, mais je vais aller vite sur cette partie. Et puis, si vous voulez évidemment en discuter, vous pourrez rendez-vous avec Alexis, on vous expliquera un peu toutes les interfaces qu'il y a avec les autres certifications. Donc, sur l'ISO 27001, c'est de la sécurité de l'information, ça se tape très bien à la 42001. Donc, si vous êtes déjà certifié ISO 27001, l'effort, il va être moindre sur la partie IA, mais c'est quand même un autre sujet si vous ne l'avez pas déjà fait et que ça ne porte pas sur vos systèmes d'intelligence artificielle. Mais disons que c'est très cohérent entre les deux démarches, parce qu'on parle beaucoup de sécurité dans l'IA, évidemment. L'autre partie, ISO 9001, très intéressant aussi, plus centré sur l'organisation. Donc, ce qui va vous faire gagner du temps si vous êtes déjà certifié ISO 9001, c'est finalement que vous avez déjà déterminé des process, vous avez déjà un système qui tourne. On va en parler juste après. Et l'ISO 27701, qui est sur la vie privée des données personnelles, là, ça va forcément axer la démarche sur la maîtrise des données dans le cadre de l'IA, quoi. Donc, je vais peut-être passer. Alors, bien entendu, l'IA Act, ça va être très important aussi, c'est-à-dire que vous allez devoir prendre en compte l'IA Act et en fait, savoir si votre IA, comment plutôt, parce que votre IA, elle est impactée par la réglementation. Donc, c'est très différent si c'est un modèle d'IA à usage général ou si c'est un système d'IA. Là aussi, vous avez le document très bien, hein. Vous tapez sur Internet Numeum, intelligence artificielle, ils ont fait des guides pour appliquer l'IA qui sont très bien détaillés. Je vous ferai de toute façon des lives sur ce sujet-là. Mais comprendre un petit peu comment on intègre les systèmes de management. Donc, je vais partager cette partie-là, comment on intègre ces différents systèmes de management et qu'est-ce que ça veut dire. Si vous avez déjà fait un ISO, vous avez déjà fait cette analyse du contexte. Donc, il faut juste rajouter des enjeux. Si vous avez déjà des objectifs, donc il faut juste rajouter des objectifs, ou en tout cas appliquer le même principe de politique que vous avez eu sur la sécurité, par exemple. Et si vous avez déjà un système qui marche, vous allez pouvoir intégrer en fait les nouveaux risques à votre démarche de risque. Mais ça doit bien couvrir l'ensemble de vos produits et services. Et voilà, donc ça, si vous avez déjà un système de management en place, il va juste falloir injecter la partie intelligence artificielle. Attention aussi au périmètre, parce que c'est vrai, quand on parle d'intelligence artificielle, on peut rajouter aussi de nouveaux périmètres, de nouveaux produits. Donc ça, c'est important, ça peut avoir un impact significatif sur le temps de la démarche. Mais si vous êtes déjà certifié ISO 27001, je pense qu'on peut envisager la démarche sur 6 mois pour y aller rapidement. Donc, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de répondre un peu aux questions clés. Alors ça, vous pouvez le prendre en note ou le faire de votre côté. Mais est-ce que ça peut avoir de la valeur pour votre organisation? Est-ce qu'une démarche comme celle-ci, comme l'ISO 42001, peut avoir une valeur pour votre organisation en interne, structurer vos processus? Est-ce que ça peut vous apporter une reconnaissance sur votre marché? Très important aussi pour savoir si vous devez y aller ou pas. C'est-à-dire, est-ce que demain, si vous êtes certifié 42001, ça va vous différencier des autres entreprises. Aussi, quel apport pour la valeur de l'entreprise? Parce que souvent, une certification, ça augmente la valeur, tout simplement, financière de l'entreprise et sa résilience. Quel impact sur la performance de vos projets d'IA? Je pense que ça, c'est une des valeurs de la démarche, c'est que ça va permettre de structurer. Et puis ensuite, quel est ROI commercial? C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir vous en servir comme levier commercial auprès de vos clients? Si, par exemple, j'ai vu un client qui avait racheté une solution d'IA pour l'intégrer dans ses services. Finalement, si demain il est certifié ISO 42001, il se différencie fortement des autres plateformes collaboratives du marché.
parce qu'il est certifié ISO 42001. Les IA que j'utilise, parce que les gens se posent quand même beaucoup de questions sur où sont mes données, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il n'y aura pas d'erreur de décision, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur d'information. On le voit, il y a beaucoup d'erreurs quand on utilise les LLM aujourd'hui, on s'en rend compte, même au niveau du public. Donc, si ça vous intéresse d'y voir plus clair un peu sur vos objectifs par rapport à ça, je vous remets le rendez-vous d'Alexis. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez en parler. Alors, pour conclure un petit peu cette présentation sur l'ISO 42001, et puis on en fera d'autres pour entrer plus dans le détail des exigences. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça, c'est une étude BPI, que 58% de dirigeants considèrent que l'IA est un enjeu de survie à moyen terme. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a identifié chez Filagile. Il faut utiliser l'IA, on doit y aller. Il faut y aller relativement vite, en testant, en apprenant, mais il faut y aller relativement vite. Et beaucoup n'ont pas de stratégie. Seuls 30%, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le chiffre qu'on a eu en début de webinaire, 30% utilisent l'IA aujourd'hui, ont une démarche d'IA en interne. Donc, j'ai fait un petit sondage pour terminer un peu sur ce webinaire sur un mode interactif. J'ai fait un petit sondage sur, finalement, aujourd'hui, si vous devez y réfléchir après ce webinaire, cet échange, quels seraient vos objectifs d'IA en termes de mise en œuvre. Alors, j'ai mis plusieurs choix. J'ai mis me former à l'IA, intégrer l'IA en interne pour mes collaborateurs, automatiser l'entreprise à l'aide de l'intelligence artificielle, implémenter l'IA dans mes services, créer un système d'IA, comme l'ISO 42001, améliorer l'existant et structuré ou autre. N'hésitez pas à partager si c'est autre. Qu'est-ce que c'est finalement Qu'est-ce que c'est si c'est autre N'hésitez pas à le partager dans le chat si vous avez d'autres vues sur le sujet. Je pense que se former à l'IA, c'est vrai que c'est essentiel. C'est pas quelque chose qui est naturel, on n'est pas né avec. Donc, ça a évolué aussi très vite. Je vois, nous, dans notre solution Oversecure, on utilise déjà le LLM pour travailler avec la solution, en lui demandant, vas-y, rajoute-moi des risques pour tel élément, vérifie si j'ai rien oublié avant l'audit. Et l'IA permet, dans Oversecure, d'aller vérifier ces différents éléments ou de rajouter des actions. Alors, il y a toujours une vérification à faire, mais on commence déjà à travailler avec l'IA continuellement. Donc voilà, ça nécessite aussi de se tenir à jour, de se former évidemment. Donc on va bientôt terminer l'interaction. Donc c'est très varié en termes de résultats. C'est intéressant. Je vais vous l'afficher. Vous voyez bien là, c'est bon? Il y a aussi Thomas qui dit analyser, identifier clairement les risques en lien avec ces solutions IA. Donc voilà, en interne, si vous avez déployé des choses, c'est comment je vais faire mon analyse des risques. Effectivement, ça c'est très important. Juste le sondage, tac, normalement vous le voyez, donc me former, 26% intégrer l'IA. Donc c'est assez disparate en fait. Je pense que les entreprises ont des approches de façon différente sur le sujet. Il y en a certaines qui développent des systèmes. C'est ce qui est intéressant aussi dans la démarche ISO 42001, c'est que vous avez aussi, ça s'adapte à différents cas de figure. Ça peut être pour de l'interne, ça pourrait être pour nos produits, ça peut être pour un produit un peu born IA, complètement fait qu'avec de l'IA. Voilà, ça s'adapte vraiment à tous les systèmes. Aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises innovantes qui passent l'ISO 42001, des grandes sociétés, des sociétés d'assurance, des sociétés, il y a Google par exemple, il y a IBM, il me semble, qui a obtenu une certification il n'y a pas très longtemps, mais aussi des ESN. Alors c'est même voilà, dans les assurances, c'est pas forcément dans le numérique, quoi. Je veux dire, toutes les entreprises doivent montrer qu'elles maîtrisent et qu'elles sont responsables vis-à-vis de cette intelligence artificielle. Donc, toujours pour continuer sur cette partie un peu interactive, donc il y a tout un tas d'avantages de l'ISO 42001, mais quels seraient aujourd'hui, quels sont vos vrais objectifs vis-à-vis de l'ISO 42001? Qu'est-ce que vous vous dites à ce jour sur cette partie-là? Donc, je vais vous afficher le sondage. Donc, c'est un deuxième petit sondage pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé cette ISO suite au webinaire ou avant ce que vous en pensiez déjà. Donc, j'ai mis plusieurs choix. J'ai mis je veux me former, ça m'intéresse. Je veux implémenter un système ISO 42001. Je veux obtenir une certification. Je veux me certifier ISO 42001 ou je vais réfléchir.
Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi la partie certification individuelle. Donc ça, on fait des certifications PECB, on fait des certifications individuelles à l'ISO 42001. Donc c'est quelque chose, vous pouvez nous demander. Je remettrai le rendez-vous tout à l'heure pour contacter Alexis. Mais effectivement, on peut vous proposer des formations en e-learning à distance sur ce type de certification. Et puis en plus, c'est bien parce que ça dure 1 an, donc vous avez le temps pour passer la certification. Donc il y a quand même quelques personnes qui veulent passer cette certification. Nous, on a des clients qui sont déjà en démarche sur la certification ISO 42001. Et ce qui est, et d'ailleurs, nous, on est aussi en train de réfléchir à ça, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment, ça va être une certification, peu de personnes l'ont en fait. Donc on peut vraiment valoriser cette certification et puis sécuriser nos usages. Parce qu'aujourd'hui, on maîtrise pas grand-chose en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que mes collaborateurs ils utilisent de l'IA? Est-ce que j'ai défini des règles, des chartes, des politiques pour encadrer? Est-ce que j'ai sensibilisé mes collaborateurs? Enfin, je pense que c'est vraiment un outil très intéressant. Alors après, si vous êtes déjà certifié 27001, bon, c'est vrai que c'est assez simple. Je vais partager les résultats. Mais si vous n'êtes pas encore certifié, c'est bien de commencer par l'ISO 42001. Enfin, vous pouvez commencer par la 27 ou commencer par la 42001. Mais je trouve que c'est intéressant, surtout si l'IA est importante pour vous ou si vous développez des systèmes à base d'IA. Bon, forcément, il vaut mieux aller vers l'ISO 42001. Ce sera plus spécifique et adapté à votre marché. Très bien. Après, les freins qu'on peut voir sur ces projets, c'est le manque d'expertise ou le manque de gestion de projet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est au début. Donc, quels seraient, vous, vos freins aujourd'hui pour envisager une certification et surtout, ce serait quoi la solution idéale si vous deviez avoir une solution idéale pour accélérer ou pour faciliter votre certification, ce serait quoi? Je sais qu'après, je vais vous parler des solutions que l'on a, des formations, des accompagnements, de tout ce qu'on peut mettre en place. Mais si aujourd'hui vous deviez choisir, quelle serait la solution, en tout cas si vous envisagez une solution, donc ça peut être une formation, un diagnostic, un accompagnement dans la durée, des outils aussi pour aller plus vite. Alors quand je parle d'outils pour aller plus vite, c'est par exemple des modèles de documents, des modèles de politique, des méthodes d'analyse des risques. Ça peut être voilà, ou un logiciel pour automatiser. Nous, ce qu'on développe au Versecure, c'est un logiciel qui va structurer, automatiser, faciliter votre certification, complètement externaliser le projet. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'y pensent pas, mais en fait, alors quand je dis externaliser, c'est la partie vraiment projet, c'est-à-dire que vous avez un chef de projet qui connaît bien la norme, qui travaille comme si c'était en interne et qui vous accompagne et qui passe la certification avec vous. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'externalisation. Une aide ponctuelle en fonction de mes besoins. En fait, le budget d'accompagnement ou le budget solution, il peut varier en fonction. Soit vous allez dépenser moins et vous allez mettre plus de temps, soit vous allez dépenser un peu plus et ça va accélérer. Si vous êtes accompagné par quelqu'un de compétent, ça va accélérer votre démarche et la sécuriser. Donc, c'est vraiment un choix d'entreprise. Et après, je vais vous parler de nos différentes solutions. Vous allez voir que ça s'adapte à différents cas d'usage dont on a parlé. Donc, je mets fin à l'interaction. Je partage les résultats. C'est toujours intéressant de voir un petit peu comment on se situe sur le sujet. Beaucoup de gens me disent une bonne formation. Alors, un petit élément par rapport aux formations. Les grosses formations qu'on fait au début, c'est bien quand on est consultant. Pour une entreprise, c'est un peu une perte de temps. Il vaut mieux faire un diagnostic. C'est plus centré sur votre entreprise. Il y a de la formation aussi, mais ça vous permet de mieux lancer le projet. Ça, c'est un peu un retour d'expérience que l'on a par rapport à ça. Donc, merci pour d'avoir répondu à tous ces petits sondages. Je trouve que c'est sympa de terminer par ça. Et je vais vous expliquer un petit peu finalement, qu'est-ce que l'on propose nous chez Filagile pour ceux qui s'intéressent en termes d'accompagnement. Déjà, petit retour sur la satisfaction de nos clients. On a des retours évidemment très positifs. On a un engagement de réussite sur nos projets, un engagement de délai sur nos projets. Et voilà, on met un point d'honneur à réussir nos projets, à satisfaire nos clients. Donc ça, c'est vraiment très important que je le dise parce que voilà, c'est une de nos forces, c'est vraiment cet accompagnement projet. Donc déjà, je vais commencer par les accompagnements. On a 3 modes d'intervention. Classique, full, externalisé. Classique, ça va être de l'accompagnement projet, de la formation. Alors nous, c'est plutôt des accompagnements sur la durée.
jusqu'à l'obtention de la certification. Donc là, on a un engagement de résultat avec vous. Full, on va prendre en main la documentation. On va vous aider à rédiger. Alors, de toute façon, dans la classique, vous aurez aussi les modèles. Mais là, on va rédiger pour vous et ça va vous faire gagner du temps dans la réalisation du projet. Et externaliser, en fait, vous avez un chef de projet qui va être responsable du système de management d'intelligence artificielle pour vous. Vous avez un contrat et ça permet de garantir l'atteinte du résultat. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, j'ai mis l'interaction là pour le rendez-vous avec Alexis qui vous explique un petit peu toutes nos solutions. Donc, les accompagnements là dont j'ai parlé, la solution Oversecure et aussi on a de l'e-learning. Donc, la solution, c'est aussi de prendre un système, un logiciel qui va vous permettre d'avancer. Donc, soit vous prenez le logiciel seul, mais on a aussi des modèles documentaires que vous pouvez acheter. Donc, la solution Oversecure qui est un SaaS que vous allez utiliser, ça va vous aider à structurer le projet, ça va vous aider à, comment dire, je fais juste un petit truc, à piloter votre système et surtout à passer l'audit parce que vous aurez à avoir toutes les preuves, tous vos systèmes qui est dans le logiciel. Donc ça, c'est la deuxième solution, en plus des accompagnements qu'on a, c'est cette plateforme Oversecure. Et là, la partie e-learning ou learning, tout ce qui est formation, et on peut vous donner donc soit des e-learning pour vous former, soit des modèles de documents, enfin des outils à la demande. Donc là, il faut prendre rendez-vous et puis on discute avec vous sur ce qu'il est possible d'utiliser comme type d'outils pour vous aider dans votre projet. Et j'en ai parlé pendant la présentation, mais bien entendu, le diagnostic. Ce diagnostic qui permet au départ, si vous voulez pas d'accompagnement, vaut mieux faire un diagnostic. En fait, si vous voulez pas d'accompagnement complet et vous vouliez avancer seul, il y a deux choses qu'il faut faire, c'est le diagnostic et l'audit, qui vont vous permettre de vraiment cadrer le diagnostic au départ et l'audit à la fin de votre projet pour vérifier que vous avez bien tout mis en place. Et entre-temps, on peut mettre des petits points de suivi. Donc nous, on va s'adapter en fait à votre problématique et à votre envie et comment vous avez envie de travailler effectivement pour ce sujet. On fait aussi la partie formation certifiante pour les personnes, évidemment. Donc voilà en gros nos solutions. Et voilà, je vais refermer ce webinaire. Je vous remercie vraiment de votre participation. On essaiera de répondre aussi aux questions qu'on a eues dans d'autres formats, peut-être un peu plus courts, sur la formation sur les exigences ISO 42001. On va continuer cette série sur l'ISO 42001. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur la chaîne YouTube ou sur notre page LinkedIn. Ma page LinkedIn, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et en tout cas, je vous remercie vraiment de votre participation, de vos questions, de votre confiance. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci, bon week-end. Donc pour la rediffusion, on va prévoir, on va vous envoyer des liens pour la rediffusion. Et puis vous recevrez peut-être aussi des informations sur les prochains webinaires, juste après les gens qui sont inscrits évidemment, quoi. Donc merci beaucoup, merci de votre participation et à très bientôt.